Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et nous parlerons du monde culturel qui est en grand péril en ce moment. Vous avez entendu, annulation des chantées Noël et du carnaval, il y en a qui vont prendre un sérieux coup dans l'aile ces prochains mois. On en parle à 19h mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le jeudi 12 novembre 2020 et voici les titres de ce journal. Mardi, une onde tropicale nous a copieusement arrosé. Certaines communes comme le Gosier ont été particulièrement impactées. Nous ferons un point avec les maires de Gosier et de Bémao notamment. Nous sommes partis à votre rencontre savoir si, une fois commercialisé, vous aurez l'intention de prendre le vaccin contre le Covid-19 et les réponses sont assez mitigées. Et en fin d'édition, un événement exceptionnel, à savoir les 100 ans de Josépha Saint-Plus. Et qui plus est, ce soir, je recevrai Julie Martin, qui est vice-présidente de l'association Tissuc. Elle est en compagnie d'Amélie Sartori, qui a 17 ans et qui a découvert justement sa pathologie il y a 7 ans déjà. Elles nous parleront de l'opération qu'elle réalise cette année pour vous sensibiliser justement à cette maladie. Et comme je vous le disais en début de journal, suite aux pluies diluviennes de mardi, l'archipel s'est retrouvé littéralement les pieds dans l'eau. Certaines communes comme le Gosier ont été particulièrement impactées. Plusieurs habitations de Belle-Plaine ont encore été inondées. C'est une habitude vraiment. L'occasion en tout cas pour le maire de la ville de s'exprimer sur l'ouvrage de Choisy qu'on lui dépeignait comme la solution à tous les problèmes d'inondation. Eh bien faux et archi faux. Regardez. Président de la Carle, avec la région, en tant que maire de la ville du Gosier, c'est de pouvoir apporter des solutions à ma population pour ne peut-être être inondé, mais pas à ce point. Parce qu'on est dans le chemin de l'eau, je suis conscient de ça. C'est l'objectif évidemment poursuivi par tout le monde. Voilà, mais oui, mais ce qui m'embête, où je suis un petit peu embêté, c'est que je n'ai pas l'opération numéro 2. Parce que moi, ce que j'ai eu comme discours, c'est que canal de Choisy, le fait que ça soit refait, on aurait pu prendre des inondations. Et ça, j'ai entendu ça. Améliorer la situation. Et je vais vous dire quelque chose, d'une centaine de maisons inondées à une dizaine. Il y a des politiques qui sont venus à Gosier et à Belle-Plaine pour leur dire, avec les travaux qui sont faits là, vous ne serez plus inondés. C'est un point qui me tient, c'est vraiment important pour moi parce que je rappelle que je suis un enfant de Marcafé et que Marcafé, c'est la section la plus inondée du Gosier. Donc je connais c'est quoi inondation, je sais c'est quoi perdre de l'électroménager, je sais c'est quoi perdre des meubles. Et dès que j'avais pris fonction le 5 juillet, la première chose que j'ai demandé, c'était de faire le curage parce qu'on arrivait en période cyclonique. Et vous pouvez regarder sur Facebook, j'ai toujours alerté et j'appréhendais la première inondation. Là, en gros, on a essayé de me rassurer en me disant que l'ouvrage de Choisy aurait permis qu'il n'y ait plus d'inondation à Belle-Plaine. Et moi, je savais que ça n'aurait pas suffi. Et donc, je suis quand même triste parce que j'ai vu beaucoup de mes compatriotes perdre énormément de leur matériel et de mettre leur vie en danger lors de cette inondation. Et en tant que maire de la ville, en tant que chef d'édilité, c'est une image et une expérience que je ne veux plus revivre encore. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de dormir. J'espère que cette expérience va réveiller tout le monde et qu'on va continuer à travailler pour faire en sorte que notre population soit en sécurité. Concrètement, les choses sont accélérées. Ce qu'on m'avait dit qu'on ne ferait pas tout de suite, on le fait tout de suite. Là, il y a l'appel qui est à Grande Ravine qui est derrière vous, qui va déjà drainer pendant 2 jours cette partie derrière le rond-point. Puis après, pendant 1 semaine, cette partie qui est juste à côté de moi. Et après, on va aller sur Belle-Plaine. En gros, le but du jeu, c'est d'ouvrir le chemin de l'eau pour que l'eau s'évacue au plus vite et qu'elle n'inonde pas le secteur du Gosier. Aucune option ne doit être mise de côté. On doit se donner les moyens de faire le chemin de l'eau arriver le mieux et le plus vite possible sur la mer de Grand-Bay.
Un reportage signé Olivier Félix et Nicolas Hachi. Et à Bémao, l'heure était également au bilan. Les secteurs de Fontbudan d'ailleurs qui a vu la naissance d'une rivière en plein milieu de la Nationale 2. C'était extraordinaire franchement. Mais de préférence, il faudrait finir ces travaux. J'avais ça à dire ce soir parce que ça fait trop longtemps que ça dure. En tout cas, une dure journée pour les administrés qui en ont sérieusement bavé. On fait le point avec le maire de la ville, Hélène Polifante. Nous avons eu une journée de mardi 10 novembre extrêmement difficile sur le territoire, avec des secteurs bien entendu beaucoup plus impactés que d'autres, particulièrement à la campagne, où pratiquement tous les cours d'eau ont débordé. Ce sont des quartiers de Fontbudan, bien entendu, qui se trouvent en aval de Beau Soleil, et vous l'avez vu avec une circulation très difficile, quasiment impossible dans cette zone. On a aussi, en dehors du secteur de Fontbudan, on a l'intérieur des terres avec le pont de la digue. On a aussi le secteur de Bonardel. Du côté de Bragelogne aussi également, on a eu quelques montées d'eau. Et puis vers la Jaille. Il n'en demeure pas moins que ça a été une journée extrêmement difficile pour la population, également pour nous, les élus, ainsi que les différents techniciens du service technique de la ville qui étaient sur le terrain, où nous avons fait le tour. Moi-même, j'ai pu voir quelques familles. Je me suis rendue aussi du côté de Fontbudan, où là, effectivement, je vous disais que la situation était extrêmement difficile. Mais il n'en demeure pas moins qu'on le voit bien que la région Guadeloupe a pris à bras le corps cette problématique que, je l'espère, sera générée. Et puis derrière, bien sûr, très rapidement, au niveau de la ville de Bémao, on a accompagné, bien sûr, avec la gendarmerie, afin de réguler la circulation sur le territoire de Bémao, puisqu'on a beaucoup été impacté par cela. Dès le lendemain, c'est-à-dire dès le mercredi, voire le mardi même dans l'après-midi, on a commencé à faire quelques travaux autour de ces cours d'eau de manière à pouvoir, en tout cas, désencombrer l'accès des routes pour permettre la circulation qu'elle soit fluidifiée. Et encore aujourd'hui, on a terminé ce matin du côté de la digue où des travaux aussi ont eu lieu. Aujourd'hui, il faut le savoir, souvent, je suis interpellée par les populations qui se trouvent du côté de Bellecour, du côté de Fontbudan, etc. Mais on a ce qu'on appelle la police de l'eau. Donc j'ai fait plusieurs courriers déjà au niveau de la DEAL. Il y a un plan qui a été mis en place par la DEAL pour le nettoiement de ces cours d'eau, qui n'a pas pu se faire, je ne sais pas pourquoi, mais il n'en demeure pas moins qu'il y aura nécessité, je le disais encore ce matin au préfet, suite à une réunion qu'il y avait avec les maires, qu'il y a nécessité de s'asseoir autour d'une table sur cette problématique de nettoiement des rivières, où les maires n'ont pas véritablement la main, et nous sommes les premiers élus de proximité à être impactés par, en tout cas par ces incommodations, et également par le mécontentement de la population. Suite à la réquisition des opérateurs d'eau par la préfecture, Alexandre Rochat a effectué ce jour une petite visite à Moreau-Goyave. L'objectif, constater l'état d'avancement des travaux qui visent à améliorer durablement la distribution de la ressource. Vous vous rappelez de ce plan d'urgence en eau potable? Eh bien, c'est ce qui devrait arriver à terme dans les prochains mois, mais on sera hors délai quand même, puisque c'était 2 ans annoncés. On verra. Et en tout cas, sur les 3500 fuites détectées, 2600 ont d'ores et déjà été remplacées. Regardez. Les réquisitions, elles interviennent, comme leur nom l'indique, dans un cadre exceptionnel qui était celui de la gestion de la Covid et de la crise Covid, et du fait que les tours d'eau n'étaient plus stabilisés et qu'on n'arrivait plus à fournir de l'eau. Donc c'est intervenu dans un cadre exceptionnel. Elles seront à la fin de cette année, puisque ce cadre exceptionnel aura disparu, puisque nous ne sommes pas dans notre compétence. Il faut donc que l'ensemble de ces travaux continuent, parce qu'on aura trouvé 3500 fuites, on en aura réparé 2600, on aura réparé un peu plus de fuites au mois de décembre, mais tout n'est pas terminé, et il y a besoin de continuer les travaux, y compris des travaux de remplacement de pièces, comme ceux que nous venons de voir. Le rôle du stabilisateur de pression est essentiellement de pouvoir, comme son nom l'indique, stabiliser la pression, que ce soit en amont, en aval, ou en amont et en aval de l'endroit où il est. Ce rôle est essentiellement de limiter en fait les hausses de pression pour limiter en fait le nombre de fuites qu'il peut y avoir sur le réseau en aval, et aussi pour pouvoir maintenir une certaine pression et pour pouvoir permettre aux abonnés d'avoir de l'eau en continu. Je viens voir l'état de la réquisition et des travaux qu'on conduit dans le domaine
de la réquisition. J'étais venu voir des travaux qui sont plus impressionnants parce que c'était des travaux de réparation de fuite. Là aujourd'hui on a l'impression que c'est quelque chose qui est moins impressionnant. En revanche c'est essentiel parce que ça permet de stabiliser la pression sur les réseaux, de transformer une pression forte en une pression qui est stabilisée plus basse, qui permet d'acheminer l'eau aux usagers. Et surtout c'est un travail qui prépare l'avenir. En remplaçant ce stabilisateur de pression ici, comme les 22 autres qui vont être faits, en coordination entre Carruquero qui est responsable de la mise en œuvre de cette réquisition, des entreprises guadeloupéennes comme Trave Eau, mais le SIAG aussi, les techniciens du SIAG évidemment, c'est indispensable que ce travail de coordination puisse se mettre en place. En remplaçant ces stabilisateurs de pression, eh bien on prépare l'avenir et donc on prépare la gestion de ce réseau, y compris quand il sera géré par le syndicat mixte ouvert, dont la naissance a été précisée par le ministre des Outre-mer pour septembre prochain. Donc nous avons identifié avec les techniciens du SIAG il y a quelque temps au démarrage de la mission une vingtaine d'appareils à renouveler rapidement. Et il y en aura encore certainement un grand paquet après derrière à faire aussi. Mais pour l'instant en fait on travaille sur le début du réseau, en amont du réseau de Bellocado, là où la pression est la plus importante. Donc c'est essentiellement sur la Basse-Terre, sur les communes de Goyave, Petit-Bourg ou Capesterre. Et maintenant, je reçois Julie Martin, qui est vice-présidente de l'association TISUC, une association qui représente les diabétiques. Elle est en compagnie d'Amélie Sartori. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, avant de m'entretenir avec vous sur l'activité justement de l'association TISUC, je vais me tourner vers Amélie. Bonsoir Amélie. Ça. Donc tu as 17 ans, ça fait 7 ans que tu as découvert ta maladie. On pense que tu es déjà un peu habituée avec elle, pour vivre avec elle? Ah oui, complètement. Je suis habituée. Je vis avec au quotidien. Je peux même dire que je vis en colocation avec le diabète. Ça ne me dérange pas dans mes études, loin de là. Donc tu as réussi à faire en sorte que ce ne soit pas trop contraignant pour ta vie? Non, ça fait partie de ma vie entière. Je me lève, je fais le nécessaire au niveau soins. Je vais à l'école, je mange, nécessaire encore. Je me couche, leçon, rebolote, ça va. Donc, matière de soins, c'est toi qui t'occupes de toi toute seule? Je suis indépendante. Ok, c'est un choix que tu as fait ou tu voulais pas que maman, papa te chouchoutent un peu dans ces moments-là? Au début de la maladie, c'est sûr que mes parents me chouchoutaient parce que c'est le petit enfant qui est malade quand même. Mais plus les années passent, plus je suis habituée à ma maladie, plus je sais me gérer toute seule. Du coup, maintenant, on va dire que je suis complètement autonome au niveau diabète. Ok, à la maison, à l'école aussi? À la maison, à l'école, quand je sors, voilà. Et le relationnel justement avec les amis, avec les professeurs, est-ce qu'ils comprennent un peu? Oui. De temps en temps, il faut y aller quand même? Quand il faut que je sorte, parce que je suis en hypoglycémie et qu'il me manque du sucre, ils me laissent, je vais acheter un truc dans le lycée, aucun problème. Et quand par exemple il me manque de l'argent pour acheter quelque chose et que je suis pas bien, mes amis me passent, ça leur dérange pas, ils sont habitués. Très bien, très bien. L'amitié ça compte. Et en cette période de Covid, comment tu te débrouilles? Puisque là, on reste enfermé à la maison, H24, vous avez des régimes particuliers, les diabétiques, donc tu fais comment pour respecter tout ça? Alors, sincèrement, quand ils ont annoncé le Covid, c'était un peu stressant, mais après, j'ai su m'habituer et je pense qu'on a tous su s'habituer. En fait, souvent, les personnes font l'amalgame entre diabétique de type 1 et diabétique de type 2. Alors, est-ce que tu peux les éclairer là-dessus? Alors, diabétique de type 2, c'est quand on mange trop de sucre et que du coup ça impacte le pancréas, alors que diabétique de type 1 comme je suis, c'est quand en fait le pancréas a été détruit par les anticorps. Et du coup ce n'est pas notre faute, c'est pas parce qu'on a mangé trop de sucre qu'on est diabétique, au contraire c'est pas ça. Et du coup, en fait, le Covid est dangereux plus pour les personnes qui sont diabétiques de type 2 que les personnes qui sont diabétiques de type 1. Et c'était pas assez clair quand ils ont dit qu'il y avait Covid, les diabétiques doivent faire attention. Non, c'est faux. C'est pas comme ça, il ne faut pas généraliser en fait. Non, il ne faut pas généraliser. D'accord. Non. Donc quels diabétiques doivent plus faire attention? Les diabétiques de type 2. Donc le type 2. Et le type 1, c'est déjà... parce qu'on est exposés nous aussi, il y a un risque quand même. On est tous exposés. De toute façon, la routine d'un diabétique de type 1 reste la même. C'est sûr qu'à la maison, on a plus de tentations, chocolat. Mais après, c'est la vérité, tu as cédé? Oui, quand même. Donc tu as le droit à des petits excès de temps en temps? J'ai le droit. Très bien. Très bien. Donc pas traumatisé, le fait d'être en confinement, tout va bien? Non, pas du tout, pas traumatisé. Super. Alors chaque année justement, l'association TISUC organise une manifestation puisque c'est bientôt la journée mondiale de lutte contre le diabète. Alors qu'est-ce que vous avez prévu cette année? L'année dernière c'était sur la plage, on imagine que la plage ce sera pas trop... Voilà, c'était très sympa, mais cette année
On va projeter un film donc en collaboration avec le Cinestar. Donc les billets sont en vente pour une projection samedi à 16h30 d'un film réalisé par une jeune femme diabétique de type 1 et donc qui a fait un documentaire sur des enfants en colonie en France, parce qu'il y a des colonies spécialisées pour ce qui est super pour les enfants diabétiques de type 1. Donc voilà, pour la journée mondiale, on organise ça et il y a des places en vente et on espère qu'il y aura beaucoup de monde pour parler du diabète de type 1, parce que nous, association de parents, on veut aussi en parler. C'est vrai que c'est peu connu et différencié du diabète de type 2, ça, même si voilà, on reste solidaire de tous les diabétiques bien sûr, mais c'est important pour quand même le suivi à l'école, qu'on comprenne ce que c'est, parce que c'est un diabète qui est quand même très lourd. Amélie, elle est super forte et voilà, elle le vit bien et la plupart de nos enfants le vivent bien, mais c'est une maladie auto-immune pour la vie et qui est très contraignante. Voilà. Dans tous les cas, vous êtes maman justement d'une petite fille qui est elle aussi diabétique et vous pourrez toutes les deux répondre à la question. Est-ce que la prise en charge, les soins sont efficaces aussi en cette période de Covid? Est-ce que tout se passe bien pour vous? Oui, vis-à-vis de la prise en charge, ça n'a pas changé grand-chose, mis à part, on n'a pas été au CHU, on a fait des rencontres par visio. Par visio, technologie, ouais. Voilà, c'est ça. Mais c'était plutôt pour les découvertes. Donc, Dr Hulquin, qui est président de l'association, nous expliquait que ça pouvait être dangereux parce que des enfants qui présenteraient des signes de diabète de type 1 n'iraient pas consulter, ne seraient pas diagnostiqués, comme toutes les maladies en ce moment où on évite d'aller à l'hôpital. Donc, c'est là où ça peut être un peu plus problématique. Mais sinon, nous, ce sont les familles qui prennent en charge et les enfants eux-mêmes. On avait des masques de prescrits, sinon à part ça, rien de spécial. Ok. On est content de l'entendre en tout cas. Donc on réinvite quand même la population à cette projection. Tout à fait. Qui va se passer quand, où? Donc samedi à 16h30 au Cinestar des Abîmes pour la projection du film pour quelques barres de chocolat. Pour quelques barres de chocolat. Voilà. Merci beaucoup. Une dernière petite question avant de se quitter, à savoir, très prochainement, le vaccin pour le Covid-19 devrait sortir en début d'année prochaine. Est-ce que vous pensez le prendre? À voir les conditions, mais certainement, oui. Et toi? Je pense aussi. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Et là, effectivement, on va du côté de la population, on s'est baladé dans les rues et nous vous avons demandé si vous aviez l'intention de le prendre. Regardez. Vous irez vous faire vacciner? Oui. Depuis que ça sort sur le marché, c'est que ça a été testé. Donc oui, moi je me ferai vacciner. Pas du tout. Pourquoi? Moi j'attends déjà de voir comment ça se déroule avec les gens, s'il y a des tests, de voir comment ça se passe en fonction. Mais personnellement, tant que je ne vois pas les résultats, je ne me fais pas vacciner. Non, j'ai pas envie. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Non, franchement, j'ai pas envie. Déjà, je me fais pas vacciner déjà rien que pour la grippe. Donc là, pour le Covid, non, ça me donne pas envie du tout, quoi. On nous dit pas les choses parce que franchement, il y a beaucoup de choses cachées. Donc moi, j'attends de voir. Franchement, j'attends de voir. Pour le moment, non. Franchement, non. T'as pas être trop de yoga, ça va bon. Se faire vacciner, pourquoi et quand? C'est surtout ça la question. Pourquoi? Pour bien sûr être dépisté par rapport au coronavirus. Et quand? C'est surtout avoir les tests et avoir les résultats de ce vaccin pour voir s'il est concluant et se faire vacciner tout simplement. Bien sûr, c'est tout. Parce que si c'est un vaccin, il faut le faire. Moi personnellement, je ne pense pas me faire vacciner parce qu'en fait, on prend un vaccin mais on ne sait pas d'où il sort. Donc je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire pour le moment, mais de voir où ça va aboutir en fait ce vaccin. Il y a des gens pour ça en plus. Sincèrement, s'il y a obligation, oui, parce que je pense que on sera tous obligés de se faire vacciner, mais si c'est pas le cas, non, et je ne serai pas le premier, c'est clair. C'est-à-dire que s'il y a obligation, je ferai en sorte de ne pas être le premier, sachant pas les conséquences et tout, je ne serai pas le premier. J'ai entendu, mais je ne pense pas le prendre. Bien sûr, pourquoi pas, c'est pour me guérir, bien sûr. C'est l'État, je fais confiance à l'État, à la science. Non. Pourquoi? Ça m'inquiète et ça me rassure pas du tout. Il faut que quelqu'un d'autre le prenne pour voir comment ça réagit. Mais oui, ça peut me tuer aussi. Mais moi je vais attendre que
que tout le monde puisse le prendre et voilà. Et voilà, parce que je prends celui de la grippe déjà et ça me va. Ancrée dans une démarche éco-responsable, la distillerie Bologne tend vers des productions biologiques et durables. Elle a pour cela entamé une production de cannes bio pour un produit fini tout aussi bio. En plus de cette démarche, l'étiquette de la bouteille a été repensée et réalisée à base de papier recyclé de fibres de canne. Regardez. 2017, lorsqu'on a commencé le processus de labellisation de cette parcelle qui était en conversion bio, on a eu le fameux sésame pour le label bio et c'est la première fois qu'on a un label bio dans une distillerie en Guadeloupe. Donc effectivement ça donne naissance à un premier rhum bio, mais ce n'est pas une fin en soi en fait. On ne fait pas une parcelle bio juste pour faire du bio. Aujourd'hui on est convaincu qu'il y a urgence pour l'environnement. Il y a plus d'une dizaine d'années déjà, lorsqu'on a décidé de valoriser l'ensemble de nos décès de fabrication pour produire de l'énergie. Cette année on a bénéficié d'une sécheresse en période de récolte pendant le mois de mai, du mois de mai et du mois de juin, et ce qui fait que la canne était très riche. Qui dit richesse dit une canne aromatique. Cette parcelle bio est la première mais n'est pas la dernière puisqu'on a déjà 2 parcelles qui sont déjà en cours de labellisation et c'est vraiment tout un engagement de l'ensemble de nos équipes, une conviction pour l'environnement qu'il est nécessaire d'avoir des pratiques agriculturales qui soient de plus en plus éco-responsables. C'est l'une de nos plus grandes parcelles qui a été convertie au bio, à l'agriculture biologique et effectivement ça a nécessité de mobiliser des connaissances, un savoir-faire pour pouvoir avoir le label bio. C'est une canne qui a une couleur blanche, qui est distinguable de la parcelle voisine, où là on a planté une canne rouge. Alors, les rendements elle se comporte très différemment des autres cannes. Elle va avoir tendance à taler moins et à faire des diamètres à croître un peu moins haut, mais faire des cannes avec des très gros diamètres. Au goût, déjà, on est sur une palette aromatique qui est très différente sur ce premier rhum bio, puisqu'on est sur une variété de canne qui est différente. L'organisme certificateur qui est Certipac nous a demandé de choisir une nouvelle variété de canne pour pouvoir l'identifier de nos autres variétés de canne. Bouche, on va avoir quelques notes végétales, non pas au sens péjoratif du terme, mais des notes aussi tropicales qui vont se révéler. Et puis forcément le côté iodé qui est propre à Bologne et propre à son terroir. Oui, c'est un travail de toute une équipe, que ce soit nos ingénieurs, que ce soit nos équipes dans les champs, que ce soit toutes nos équipes, puisqu'on mobilise un certain nombre de métiers sur la distillerie. On est 30 salariés et on a tous été mobilisés pour mener à bien ce nouveau projet. De magnifiques images signées Stanley Manicor. Et on souhaite maintenant un joyeux anniversaire à Josépha Sainte-Luce, une force de la nature qui célèbre aujourd'hui ses 100 ans. Un homme exceptionnel qui pousse la chansonnette comme s'il n'en avait que 20. Et malgré son jeune âge, comme on dit, eh bien, il refuse l'inactivité et continue de travailler. C'est extraordinaire, je trouve. Et en plus de la forme physique, il a la tête sur les épaules et invite les élus guadeloupéens à se mettre au boulot. C'est extraordinaire, vraiment. Regardez. Dans ma vie, ta présence, tes nuits, une lampe allumée, choisis avec toi la confiance. Aimer et se savoir aimer. C'est un exemple parce que quand je le vois travailler, je me dis, j'espère qu'à son âge je pourrai faire autant. Parce qu'il n'a jamais cessé de travailler, il a toujours travaillé, même à ses 100 ans, il se réveille le matin et il va travailler. Donc c'est un exemple et il me donne le goût de vivre et de supporter la vie. La vie d'aujourd'hui, c'est pas comme autrefois. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Laissez-moi vous dire ce qu'il faut faire. Il faut prendre les temps comme il vient. Et le monde tel qu'ils sont. C'est très sage, ça. Vous voyez? Oui, vous avez raison. Ah oui, c'est ça. Aimez vos prochains comme vous-même pour amour de Dieu. Bravo. Vous voyez, si vous avez une discussion avec votre ami, au lieu de
faire quelque chose qui est mauvais ou bien alors faire la colère, oubliez-les. Tous les ans, on a des centenaires à Trois-Rivières. C'est une ville où il fait bon vivre. Où il fait très très bon vivre. Vous voyez, il fait vraiment bon vivre, c'est pourquoi on a des centenaires. Ce sont des gens qui ont peut-être qui ont vécu avec beaucoup de patience. Moi, je pense que c'est la patience qui leur a permis de tenir aussi longtemps. Parce que ce sont des personnes quand même qui ont traversé pas mal d'épreuves. Pas mal d'épreuves et malgré les épreuves difficiles, les temps difficiles, ils ont tenu avec beaucoup de patience. Ils ont tenu. Il n'est pas seulement l'instruction qu'il vous faut pour augmenter la commune, pour rehausser la commune. C'est le travail aussi. C'est le travail aussi. Pour être un souhait, vous ne faites rien du tout. C'est une politique. Même si vous avez le courage de transporter toutes les montagnes, si vous n'avez pas amour, tout ça, ce n'est rien. Vous êtes comme un rein qui résonne ou un symbole qui retentit. Vous voyez, ce que vous faites là, c'est bien. J'étais vieux, mais maintenant je suis jeune. J'étais vieux, maintenant je suis jeune. Je me sens jeune. Je me sens content. Et maintenant, je reçois Bruno Ly, qui est responsable digital au comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Il est en compagnie de Christophe Courcot, consultant pour Google. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement de la venue de monsieur Courcot? Oui, alors c'est dans le cadre d'une expérimentation que nous sommes en train de faire pendant cette semaine. Donc l'idée de cartographier, de référencer les principaux sites touristiques des îles de Guadeloupe. Et donc nous allons voir les retombées de ces images dans quelques semaines et quelques mois, et pour savoir si on part sur un projet beaucoup plus important par la suite. Donc là on part sur quelques sites et peut-être étendre le projet à l'intégralité des sites guadeloupéens. Voilà, on a travaillé sur quelques sites, donc avec sur différentes thématiques, donc les sites touristiques naturels, donc les plages, bien entendu, on va essayer aussi de faire quelques chemins de randonnée, quelques balades en mer aussi, et puis bien entendu quelques centres-villes, parce que bon, c'est là où il y a c'est là où il y a les commerces, et c'est aussi important parce que c'est un travail qui aura aussi des retombées pour les commerçants, les artisans et tout ce qui est attrait à la ville. Vous savez que quand vous dites quelques, à terme, tout le monde voudra avoir ce produit, puisqu'on est quand même en train de parler de Google. Oui, tout à fait. Donc voilà, mais en fait, ce qui est important, c'est vraiment justement de pouvoir montrer les résultats, donc montrer la puissance justement de l'outil pour pouvoir justifier de l'investissement derrière sur la couverture totale, pourquoi pas, des îles de Guadeloupe. Alors, est-ce qu'on n'avait pas déjà, justement, la Guadeloupe n'était pas déjà cartographiée? Non. C'est pas partie du lot, nous. Exactement, en fait, il y avait juste une vue satellitaire, mais on n'avait pas la vue, ce qu'on appelle Street View, qui nous permet d'avoir l'immersion à 360. De même voir les devantures des magasins, exactement. De voir tout ce qu'il y a autour. Et bien là, ça fonctionne, c'est en ligne pour la zone de Jarry, par exemple, depuis 48 heures. Et puis, on a d'autres zones également. Sur Grande Terre, on a fait tout le tour. On a fait la pointe de la Vigie, de la Grande Vigie, on a fait la pointe des châteaux. Et puis là aussi, la zone aéroportuaire, également avec la zone de location des loueurs de voitures pour aussi montrer aux touristes quand ils arrivent où sont les infrastructures et les différentes entreprises qui peuvent leur rendre service en arrivant sur le territoire. Alors comment Google détermine les territoires et les secteurs qu'il va couvrir avec la Street View? Oui, alors en fait c'est un petit peu complexe. Moi, j'ai un agreement un peu particulier, un agrément avec Google. Donc, je suis consultant indépendant. Donc, je travaille avec Google pour essayer de voir les zones qui n'ont jamais été cartographiées pour une première mise en ligne. Et après, je me rapproche d'eux pour voir s'il y a un intérêt ou pas. Eux, d'ailleurs, m'envoient souvent des statistiques par rapport à de la visibilité qui est demandée par par n'importe qui dans le monde entier. Et ils m'ont fait ressortir que la Guadeloupe était vraiment un territoire qui était en manque de visibilité à 360 degrés. C'est comme cela que j'ai pris contact avec le CTIG et qui était dans cette dynamique au moment où je les ai contactés. Donc tout s'est bien goupillé pour que je puisse arriver, parce que tout ça s'est fait dans des délais très courts de 3 semaines. Donc on a vraiment été réactifs. Donc je suis arrivé avec ma caméra et puis on a commencé à cartographier les routes et puis on va continuer. Après aussi, on va aller sur Terre de Haut si on a le temps. Si le temps le permet, on doit faire Terre de Haut, c'est-à-dire cartographier une petite île dans sa globalité, que ce soit le fort Napoléon, les chemins de randonnée, les plages, parce que l'objectif aussi c'est de cartographier à pied avec ce qu'on appelle un tracker, un sac à dos avec la caméra, l'ensemble des plages pour donner envie aux gens de réserver. Et puis
un Airbnb, un hôtel, n'importe quel loueur local, quand les gens vont rechercher à essayer de louer une maison, ils vont être bien contents de pouvoir mettre le petit bonhomme, voir visualiser la maison. Voilà, parce que c'est bien beau les photos toujours. Exact. Bien présentées et tout. Voilà, toujours bien présenté. Et là, les gens vont vraiment voir aussi les services qu'il y a aux alentours. Est-ce qu'il y a je dis n'importe quoi, une laverie, un bon restaurant. C'est comme s'ils pouvaient se balader. Franchement, Street View, c'est assez intéressant. Ça leur permet, et puis aussi ça permet le déclic d'acheter et de réserver tout de suite, parce qu'on se dit, tiens, cette maison, il y a le spot de surf à Sainte-Anne qui est juste en dessous, à 200 mètres à pied. C'est cette maison que je veux parce que je vais pouvoir faire tout ce que j'ai envie pendant ma semaine de vacances. Donc voilà, c'est pour vraiment aider à la décision dans le domaine touristique, et puis dans le domaine, je vais finir là-dessus, dans le domaine des commerces et de l'artisanat. En fait, l'intelligence artificielle de Google va lire en fait sur mes images, c'est des images en qualité 8K que je fais, et en fait l'IA va lire toutes les enseignes que j'aurais photographiées, filmées lors de mes passages dans les rues, et va créer tous les POI manquants. Les POI, c'est les points d'intérêt, c'est une fiche qu'on appelle la fiche Google My Business, qui est une fiche liée au commerce, et pour celles qui normalement c'est aux commerçants de créer leur propre fiche. Oui, normalement. Oui. Alors, soit il est créé, soit il récupère celle qui a déjà été créée automatiquement par Google, par divers moyens. Mais là, moi, je vais générer beaucoup plus de fiches. Par exemple, j'ai fait ça pendant 1 année et demie en Polynésie française pour cartographier toutes les îles de Polynésie française. Et sur la ville de Papeete, qui était la capitale, on est passé avec la voiture pour la première fois. On a identifié près de 550 POI lors de notre premier passage. Et ça a généré... Donc en fait, il y avait plein de commerçants qui étaient complètement invisibles. Et donc ça a donné une vraie visibilité. La Guadeloupe, il y a déjà beaucoup de fiches qui existent, mais ça va surtout créer celles qui sont manquantes, puis peut-être donner envie aux gens aussi de récupérer cette fiche et de faire de la publicité, parce qu'ils ont le droit à un petit site internet gratuit, ils peuvent répondre aux avis, ils peuvent mettre des photos, ils peuvent suivre des statistiques, ils peuvent faire de la promotion de produits sur ce mini-site gratuit qui leur est offert. Donc en cette période, c'est vraiment très utile. Est-ce qu'on peut dire que le CTIG prend les devants sur les prochaines saisons touristiques à venir? Oui, c'est clair. Je pense que là, à la reprise, puisqu'il y en aura une forcément, il y aura aussi une reprise. Oui, il y a intérêt. Donc forcément, toutes les destinations vont vouloir se positionner. Et donc un outil comme celui-là qui nous permet de gagner en visibilité est vraiment très important. Donc ça fait partie d'une stratégie beaucoup plus globale qu'on est en train de travailler pour pouvoir préparer les prochaines saisons. Après, ça va reposer sur le budget. Est-ce que vous avez déjà appréhendé? Je suppose que ça coûte pas de sous quand même de cartographier toute une île, et un archipel d'ailleurs. Oui, bien entendu. Alors, on a déjà commencé à regarder un peu la question budgétaire, sachant que vu que Street View touche à beaucoup de choses, puisque ça touche aussi à l'urbanisme, il y a plein d'autres métiers, il y a plein d'autres intérêts. Donc l'idée c'est qu'on puisse avoir une action conjointe aussi avec les autres collectivités pour pouvoir faire les futurs travaux. L'appel est lancé à la région, au département. Vous financez ça assez rapidement. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau ce soir. On ira jeter un coup d'œil parce que j'ai bien envie de voir ce que ça fait de se balader sur Street View en Guadeloupe. Ça doit être vraiment pas mal. Et on essaie de se voir demain. Okay, merci encore. Parfait, merci. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous. Petite marche arrière, légère marche arrière. Alors, avant la coupure pub, puisqu'on va passer au focus, une heure de débrief sur l'actualité locale, je vous l'ai dit, on va parler justement du monde de la culture qui est en train de littéralement s'effondrer. On a pris l'annulation pure et simple des chantées de Noël, du carnaval, donc il n'y a vraiment rien eu cette année. Ça va être très compliqué pour eux. Et avant la coupure pub, je dis donc bonsoir à qui donc, laissez-moi remonter le fil. Bonsoir à Patrick Damas, bonsoir à Alain Achoun, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Fabien Nebo, bonsoir à Wilson Gustave, bonsoir à Jimmy, bonsoir à Damien Ségur, bonsoir à Pierre Archimède, bonsoir à Nicolas Novels, bonsoir à Muriel Baptiste, bonsoir à Camille Perriand. Sincèrement, aujourd'hui, je ne pourrais pas donner tous les noms, il y en a un paquet. En tout cas, merci à vous tous qui nous suivez sur les réseaux et sur l'antenne de Canal 10. On se retrouve après la pub.